Bonsoir à tous. Je vais commencer par vous laisser regarder ce dessin quelques secondes. Ce dessin, en gros, il veut dire quoi? Il veut dire que le cerveau humain, il est programmé pour gérer la survie immédiate et pas pour gérer le siècle prochain. On l'a vu avec le Covid, on a une urgence absolue, une urgence vitale, et là, on a mis toutes nos forces, nos richesses, notre recherche, on a accepté des contraintes individuelles extrêmement fortes pour arriver à résoudre ce problème qui était vital pour nous. À l'inverse, le réchauffement climatique, c'est des conséquences qui sont désastreuses, mais sur quelques dizaines d'années. Et ça, notre cerveau humain a énormément de mal à le prioriser. Même s'il le sait, même si les gens sont intelligents, ils le savent, mais le comportement humain a beaucoup de mal dans son day-to-day, dans son quotidien, à intégrer des changements comportementaux pour anticiper et éviter ces effets-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Vous avez d'un côté la voiture. La part modale de la voiture aujourd'hui, elle n'a pas baissé en 30 ans. C'est toujours exactement la même qu'il y a 30 ans. Le trafic aérien, il a doublé en 25 ans. La consommation de chauffage, elle ne baisse que très très marginalement. La consommation de climatisation, l'usage de la climatisation, lui en revanche, il explose. Donc on voit bien qu'on a eu 20 rapports du GIEC, si on compte les rapports spéciaux. On a eu 28 COP. On a je ne sais pas combien de think tanks partout dans le monde, de gens, d'activistes qui se donnent du mal, qui essayent de parler, d'alerter, de faire en sorte que les gens conscientisent pour qu'on arrive à adopter des comportements plus sobres, pour faire des efforts. Malheureusement, les résultats ne sont pas là. On voit bien, avec ce que je viens de décrire, que les résultats ne sont pas là. Alors, moi j'ai envie qu'on soit dans l'action, et on a un peu de solutions. Il y a une solution qui consisterait à dire, on va aller vers une forme de quota, avec une, j'aime pas ce terme, mais une forme de dictature écologique dans laquelle on va dire, d'ailleurs qui n'est pas forcément déraisonnable, on va dire il y a un enjeu de survie collectif qui est très fort, très important, et donc on va mettre des quotas de vols d'avion potentiellement, de milliers de kilomètres parcourus en voiture chaque année, et on va contraindre les libertés individuelles de cette manière-là par la loi, parce qu'on sait qu'on a un danger qui est grand, qui est collectif, et que du coup on veut comprimer, on veut absolument que cette sobriété se fasse. Le problème de ça, c'est qu'on va se heurter à la volonté des gens. Et gouverner contre les gens, contre leurs aspirations, c'est extrêmement difficile. Et moi, j'ai passé du temps cet été à interroger des gens, des proches, mais pas que, en leur demandant « Est-ce que tu accepterais de renoncer totalement à l'avion ?» Et je vais vous poser la question ce soir. Est-ce que vous accepteriez, en étant parfaitement honnête, de renoncer définitivement à l'avion? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui accepteraient? Il y en a quand même quelques-uns. Malheureusement, c'est une minorité. Est-ce que vous accepteriez de renoncer à la voiture individuelle? Vous pouvez lever la main, ceux qui accepteraient de renoncer à la voiture individuelle. Et là, il y en a beaucoup. C'est une bonne chose. Donc, je pense qu'il y a... La technologie, c'est ce qui nous a permis de faire le plus de progrès, quand on regarde vraiment les chiffres, sur la décroissance des émissions de CO2. Pourquoi? Parce qu'on a des centrales nucléaires, des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes qui ont permis de produire la même quantité d'électricité que ce que produisait une centrale à charbon ou une centrale au gaz, donc de garder le confort moderne dont les gens se sont habitués, qui a émergé grâce à l'émergence des énergies fossiles. On a gardé cette production-là, mais en divisant par 20 les émissions de CO2. Quand on installe des pompes à chaleur à la place des centrales à gaz, on diminue radicalement les émissions de CO2 là aussi. Donc certains appellent ça du technosolutionnisme. Moi je pense qu'il ne faut pas opposer la sobriété et la technologie, et qu'au contraire, ce qui aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qui aujourd'hui nous permet de faire le plus de progrès, c'est le progrès technique, c'est l'innovation et c'est la technologie. Parce que moi, je n'ai pas envie de passer 20 ans, 25 ans à faire du prosélytisme, à expliquer aux gens ce qu'ils savent déjà, mais à finir potentiellement frustrés ou déçus parce que les résultats sur la sobriété et le comportement individuel
hélas, je l'observe, on l'observe depuis 25 ans, ne change pas ou très peu. Alors il y a un exemple qui est assez parlant dans ce domaine, c'est la voiture individuelle. La voiture individuelle, thermique, c'est un objet de liberté important auquel les gens sont habitués. Ici, on est à Paris, donc on n'est pas forcément des gens qui prennent la voiture tous les jours, loin de là. Mais vous avez les 3/4 des Français qui prennent la voiture tous les jours pour aller travailler. Donc pour le clin d'œil, j'ai mis sur la partie droite de l'écran les moyens de transport du 19e siècle. Au 20e siècle, on est sur de la voiture thermique. Et on a la possibilité aujourd'hui d'électrifier les transports routiers. Voiture individuelle, transport moyen, transport lourd. Les transports, c'est 1/3 des émissions de CO2 de la France. 1/3. C'est le premier secteur en termes d'émissions de CO2. Le premier. Si on bascule l'ensemble du parc aujourd'hui automobile sur de l'électrique, on va diviser par 4 ou par 5 nos émissions de CO2. C'est ça la réalité. Et ça fait une baisse des émissions de CO2 au niveau national, au niveau de la France, de 25%. Donc c'est absolument considérable. On a 2 décennies qui sont devant nous, qui sont critiques, qui sont extrêmement importantes, si on veut arriver à infléchir l'espèce de cocotte minute dans laquelle on est, avec une augmentation de la température qui est liée au réchauffement climatique. Donc, encore une fois, n'opposons pas la sobriété au progrès technologique, mais la réalité, c'est qu'on a besoin des deux et que la technologie peut nous aider à avoir des résultats rapidement, à court terme. Et la solution, elle n'est pas parfaite. La solution de la voiture électrique, ce n'est pas 0 émission de CO2, mais c'est 4 à 5 fois moins d'émissions de CO2. Donc je pense qu'il faut utiliser ces leviers-là. Et c'est une des raisons de mon engagement. Et au passage, on permet d'éviter aussi, on divise par 2 la pollution de l'air. La pollution de l'air, ça tue 40 000 personnes chaque année en France et 250 000 personnes dans l'Union européenne. Donc si on fait des ZFE, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est parce qu'en fait on se tue en ville, on s'intoxique de dioxyde d'azote et de particules fines. Et au passage, on permet aussi de se dégager d'une dépendance qui est totale aux pays producteurs de pétrole. Totale. Puisque malheureusement, la nature ne nous a pas gâtés du point de vue des énergies fossiles, puisque la France n'a pas ni de gaz, ni de pétrole, ni de charbon. On apporte 99% de notre pétrole. Donc c'est une situation de dépendance absolument totale. Et donc il faut passer au mode de transport du XXIe siècle. Le pétrole a ouvert les portes de l'enfer. Je cite le secrétaire général de l'ONU. Il est temps pour nous de les refermer, ces portes, et d'imaginer un modèle du XXIe siècle avec un futur qui est désirable. La transition énergétique, ça doit être le grand projet de société collectif, cette espèce d'élan qu'on avait un peu au sortir du Covid en 2021-2022, où il y avait un enthousiasme qui était très fort. L'enthousiasme, c'est probablement l'élément le plus puissant pour mettre l'être humain en dynamique, en mouvement, en action. C'est ce qui doit nous rendre fiers, nous, Européens, d'être le leader mondial de la transition énergétique. C'est un chemin qui est absolument fabuleux et il faut le rendre désirable. Et la technologie peut nous aider et doit nous aider absolument pour que les 20 ou 30 prochaines années qui soient décisives, on arrive à véritablement inverser les courbes. Moi, je suis entrepreneur depuis 15 ans. Je me suis engagé il y a 5 ans dans... j'ai créé une entreprise pour favoriser et faciliter l'adoption de la voiture électrique parce que j'y crois profondément. Parce que je pense qu'on peut réconcilier un enjeu climatique, en même temps la qualité de vie, la mobilité, la liberté, et qu'on doit absolument arriver à réconcilier ça plutôt que d'avoir des débats stériles entre nous, et qu'on regarde ensemble devant. Il y a 3 choses, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui peut-être se posent la question de l'entrepreneuriat, qui hésitent à sauter le pas, et il y a 3 choses que je voulais vous partager. La première, c'est sur le mindset, l'état d'esprit, et les 2 autres, c'est les questions que j'ai mises ici sur la slide. Sur l'état d'esprit, je ne vais pas vous parler d'ambition, de ténacité, parce que quand vous montez un projet, oui, vous avez du courage, oui, vous êtes ambitieux pour votre projet, ça peut être une petite, une grande, une moyenne ambition. Tout le monde a de l'ambition pour son projet, tout le monde a envie qu'il réussisse, mais le facteur le plus important de mon expérience, c'est si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, il faut aimer travailler avec les gens, il faut aimer collaborer avec les gens, il faut aimer apprendre des gens,
Parce qu'il n'y a aucune aventure entrepreneuriale qui réussit si elle est individuelle. Personne ne réussit en solo. Il n'y a que des groupes d'êtres humains qui se mettent ensemble et qui arrivent à réussir collectivement. C'est aussi un cheminement individuel qui est intéressant parce qu'on apprend énormément sur soi-même. Mais le succès de l'entreprise ne passe que par un interfaçage d'êtres humains où il y a des cerveaux, des ordinateurs qui se connectent et il y a une construction d'une vision commune. Et ensuite, il y a deux questions à se poser qui, pour moi, sont fondamentales. La première, c'est est-ce que je résous vraiment un problème ? Est-ce que vraiment je résous un problème, un petit, un moyen, un grand problème ? S'il n'y a pas de bon pain dans le quartier, peut-être que je vais créer une boulangerie avec du bon pain et je vais résoudre un problème à l'échelle locale. Mais c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet à vos collaborateurs, à vous-même, de tous les matins vous dire « je sais ce que je fais, je sais où je vais, je suis en train de régler ce problème-là ». Et ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est ce que vous êtes passionné. Parce que plus on est passionné de son sujet, plus on s'y intéresse, plus on y met du cœur, de l'énergie, et plus on va devenir bon dans ce qu'on fait. Et puis, c'est quand même 60-70 heures par semaine qu'on y passe. Et donc, si on est passionné, si on aime ce qu'on fait, non seulement on le fera mieux, mais on vivra mieux et on sera plus épanoui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.